savez, il y a quelque chose qui traîne dans l'air comme ça, quelque chose qui s'appelle la démocrature. Alors qu'est-ce que la démocrature, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai. La démocrature sert à élire un présidateur. Une espèce hybride entre le président et le dictateur, qui donne l'impression d'homme mais qui voudrait bien. Voilà. Voici donc la démocrature. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah ouais, c'est pas tous les camions là prennent la photo. Mais... Non mais la nuit ça donne rien les photos, mais par contre les vidéos ça marche bien. Ouais. Mon téléphone est parti. Il y en a un paquet là-bas aussi. Arthur! Attention à vous. Qui fait nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. On a ras-le-bol de ces guignols. Ouais. Oh, je me voyais ce que je voyais. Je me demandais là-bas, il y a quelqu'un qui a une bannière sur elle jaune.
Pourquoi un gilet jaune de Besançon a-t-il reçu un violent coup de matraque à la tête? Des images filmées lors du 20e acte du mouvement montrent un policier asséner un coup brutal par derrière à un homme de dos et visiblement pacifiste. Pour justifier ces nouvelles images de violence policière, le préfet du Doubs n'a pas hésité à sortir un gros mensonge aux caméras de France 3, accusant le gilet jaune d'avoir renvoyé une grenade vers les policiers qui auraient réagi de manière proportionnée. La personne que vous identifiez comme étant un gilet jaune pacifique faisait obstacle de sa personne à cette interpellation et en plus a eu un geste, une tentative de geste virulent que de ramasser par terre des grenades lacrymogènes pour les renvoyer vers les policiers. Une vidéo filmée par une journaliste indépendante locale et montée au ralenti prouve pourtant que ce qu'affirme le préfet est faux. On y voit clairement un policier faire tomber sa grenade au pied du gilet jaune. Celui-ci s'en aperçoit et l'écarte légèrement du pied tout en disant quelque chose au policier. Au même moment, il se décale pour laisser passer la charge des forces de l'ordre et reçoit donc de dos par un policier qui charge ce coup de matraque qui lui vaudra plusieurs points de suture. Le premier policier, lui, ramasse alors sa grenade. À l'Est républicain, le gilet jaune a d'ailleurs confirmé. J'ai vu une grenade à mes pieds, je me suis écarté car j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai interpellé un policier en lui disant de la ramasser. Une déclaration appuyée par la journaliste qui a filmé la scène. Face aux images, le préfet a finalement décidé de saisir l'IGPN qui établira l'éventuelle responsabilité du policier. 48. Oh, t'es tout jeune. Ça, c'est vieux, hein. D'ailleurs, il est plutôt sale, hein. Non? T'es tout jeune. Il a déjà vécu, lui, hein. J'ai ma cravate, elle a vu tout ce qu'elle a vu. Hein. T'es resté encore longtemps? Elle a même su dans la trimo, tout le bordel. Hein. Ah, lequel? Les deux. Les deux. Ah oui, c'est pour ça qu'il tire à l'arme. Lui a tiré un flashball. Hein. Attention. C'est pas mal, c'est chaud. Ouais, un peu, Ils ont pas ça. Oui, en plus, il n'y a pas plus de... Les loyers vont lever, T'es chilien, toi? J'ai déjà discuté avec lui. Moi, je connais bien ton pays. J'y suis déjà allé plusieurs fois. J'adore. J'en suis tombé amoureux. À propos de la sécurité sociale sur la non-compensation de ce qui a été donné aux Gilets jaunes, c'est passé, c'est effectif maintenant. Effectif de quoi? Vas-y, lâche-toi. Alors que ça commençait à être de niveau. Attends. Une minute, t'as le temps. Très en colère des résultats de ce qui s'est passé lundi. Ouais. Donc je suis comme vous, je suis consternée, je comprends pas. La décision, je la comprends pas. Les vidéos sont là. Donc apparemment, tout est permis. Ils peuvent taper à la tête. Apparemment, ils n'ont pas... À mon avis, ils n'ont pas le droit. Il faut bien qu'ils regardent ce qui a marqué... Normalement, ils doivent taper sur les épaules ou la jambe ou les bras, mais la tête, c'est interdit. Même Castaner a fait des dessins
à des enfants de 8 ans pour expliquer où il fallait viser. Donc apparemment, monsieur ne sait pas viser. Qu'est-ce que je suis tellement en colère. Rappelle ce que le procureur a dit. Le procureur a dit... enfin, vous avez tous lu... Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, peut-être. Que c'était arrêté. Non, je suis en colère, j'arrive pas à parler, je suis tellement... On le fera. D'accord. Je vous remercie. Par contre, Mathias n'est pas là, il travaille aujourd'hui. Mais ça l'emmerde bien de ne pas venir avec nous aujourd'hui. Donc il vous embrasse. Vraiment, il est... Ouais, ça fait bien chier, hein. Il l'a dit carrément. Donc il vous remercie. Et puis maintenant, il va voir son avocate pour prendre la décision s'il continue ou pas. Moi, je ne peux pas dire pour lui. C'est à lui de prendre sa décision. Mais je soutiendrai, quoi qu'il fasse. Et je continuerai toujours à être dans la rue, Mathias aussi. Faut qu'il garde le moral. Et merci pour tout, franchement, merci. On est avec toi. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. Voilà. Moi, je voulais parler de ce qui s'est passé pour Mathias, en disant que le pauvre policier, il a cru qu'il allait lancer une grenade. Alors Antoine, qui est médecin, disait tout à l'heure, le chirurgien qui opère et qui malheureusement se trompe de vaisseau ou d'endroit qu'il doit couper, à ce moment-là, lui aussi, il ne doit pas être puni, puisque, en fait, il ne l'a pas fait exprès. Et c'est pareil qu'un routier qui écrase quelqu'un sur la route, parce que il n'a pas vu, il a eu un moment d'inattention, à ce moment-là, lui aussi, il ne sera pas puni. Non, les policiers, ils sont vraiment privilégiés, et en fait, on fait tout pour qu'ils ne soient pas punis. Il n'y en a aucun qui a été puni depuis le début du mouvement. C'est une honte. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part. Macron, démission, Castaner en prison. 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 Macron, c'est pas le problème, c'est le système qui est le problème. Je suis d'accord avec toi. Ça servira à rien. Système pourri. Système pourri. Système pourri. Faire le lien avec ce que les Gilets jaunes vivent depuis le début du mouvement avec la répression. En 1851, notre illustrissime concitoyen Victor Hugo, devant l'Assemblée nationale, il disait du gouvernement qui était présidé par Louis-Napoléon Bonaparte, si j'ai bon souvenir, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout, la justice nulle part. Et nous, Gilets jaunes, avons repris ces propos comme slogan parce que nous avons parfaitement intégré au fil de notre mouvement que la police et la justice étaient instrumentalisées à des fins politiques pour vider la rue, quitte à nous mutiler gravement. Et nous, Gilets jaunes, sommes victimes de ce qu'on appelle, c'est un mot anglais à la mode, alors excusez mon accent anglais aussi nul que Macron est despotique, le lawfare. Le lawfare, c'est la contraction de law qui veut dire loi et warfare qui veut dire guerre. C'est donc une arme judiciaire entre les mains du gouvernement néolibéral autoritaire mis en place par Macron. Alors d'aucuns diront dictamol, j'ai déjà entendu, d'autres démocrature. Moi je me souviens de Bertolt Brecht qui disait le fascisme, c'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Eh bien moi, l'oxymore fascisme démocratique me convient parfaitement.
Alors, l'affaire Mathias en est une nouvelle preuve. La justice, à mon sens, est une justice d'abattage, taillée sur mesure contre le mouvement des Gilets jaunes. Alors, s'il fallait rappeler les faits, le 30 mars, sa maman me contredira si je me trompe, il me semble que c'était le 30 mars, Oui, c'est 30 mars. à l'acte 20, lors d'une charge policière totalement injustifiée et en tout cas complètement disproportionnée. Un policier assène un violent coup de matraque par derrière à la tête de notre camarade Mathias. Et aussitôt, le préfet accuse, relayé en cela par la presse locale aux ordres, sans aucune preuve, sans aucune vérification. Et dès cet instant, il faut bien se dire que Mathias risquait la prison. Heureusement, jusqu'au moment où arrivent les images de Radio Bip. Et là, à partir de ce moment, le nez du préfet s'est allongé, le nez de monsieur le préfet s'allonge comme celui de Pinocchio. Et face à la plainte de Mathias, il est obligé d'en référer à l'IGPN. Et au bout de 6 mois d'enquête, l'affaire est classée, soi-disant que le policier n'était pas, comment le fait exact, ne s'était pas rendu coupable, non. C'était non volontaire. C'était non Ne volontaire. peut pas être accusé d'une intention coupable. Voilà. Il n'aurait pas vu, il aurait vu Mathias en train de ramasser la grenade, alors que les images sont claires et nettes. À aucun moment Mathias n'esquisse un geste et fait mine de se baisser. À aucun moment. Donc moi je dis, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et ce sont les décideurs d'ordre, autant que les exécutants, pour ne pas dire les exécuteurs, qui sont responsables de cette violence. Et j'espère que leur nom restera gravé à jamais dans l'histoire, souillé par le sang de Mathias. Il va précisément Mathias reculer. Je pense que cette arrive ne peut pas l'ignorer. Il y a le micro trop près. Tu mets le micro trop près. Mange pas le micro. Donc si la justice en conclut que le policier n'est pas responsable, il n'est pas possible de penser autrement. Il n'est pas possible de penser que la justice n'est pas influencée par ce gouvernement. Par la finance. Et par la finance, bien sûr. C'est tout. Alors, moi, La finance, hein, d'une demi. je voulais parler aussi de quelque chose qui se rejoint, hein, parce qu'au Chili, il y a eu des révoltes et des morts. Et je voulais dire que notre ami Munoz, là, qui a été torturé, emprisonné, torturé au temps de Pinochet, a son frère et sa sœur actuellement en prison. J'allais dire que là-bas, alors c'est encore plus violent que nous, mais qui sait si nous, on ne va pas y arriver, hein, avoir des morts. Donc moi, je voulais quand même qu'on soutienne aussi Munoz, qui a son frère et sa sœur emprisonnés au Chili, et tous les Chiliens, et les Libanais, et d'autres peuples qui sont en train de lutter contre ces gouvernements corrompus. Juste un petit mot pour Radio Bip. Vous avez tous remercié Radio Bip. Ils vont avoir un procès aussi, eux aussi. Qu'on n'oublie pas, quoi. Par contre, mais je voulais te dire, pour les Gilets jaunes, c'est que le 2 novembre, à Dole, dans le Jura, il y a un appel pour l'anniversaire des Gilets jaunes, des 1 an des Gilets jaunes, qui a été fait pour rejoindre les Gilets jaunes de Dole. Donc le 2 novembre. Pour l'information, c'est là-bas qu'a commencé le mouvement. Oui, c'est là-bas. C'est le premier. Brûlé pour le militaire. Regardez, il est mort, massacré, puis après,
lo meten en el vehículo policial. Hay más de 200 disparus, más de 200. Y la masacre c'est complètement grande. Pas seulement en Santiago, en tous les grands provinces, como en el sur como en el norte. Y la, pero terrible lo que está pasando. Y c'est la jeunesse. ¿Ah? C'est la jeunesse y son la gente del pueblo que se combate aujourd'hui. ¿Ah? Y fue el apoyo, como todos los detenidos de los franceses. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vous dis une chose, mon chef de parti de gauche au Chili, il était un français, un professeur de philosophie, Rodrigo Ambrosio. Ouais. Il était parent de mon fils. Et il a mis un même nombre. Il s'appelle aujourd'hui Rodrigo Ambrosio. Bravo. Une seule solution révolution. Je te repose. Hein. Un peu plus là. Que je n'ai pas voulu l'avocat que j'ai sollicité, que je n'ai pas été auditionnée par rapport à la plainte qui a été faite contre moi. Donc je n'ai eu aucune parole, aucun moyen de me défendre. Et je suis repartie 24 heures plus tard. À nouveau, on m'a renvoyée en psychiatrie. Je ressors parce que je vais bien. Je suis désolée, je vais bien. Ça fait plusieurs fois que je dis à la police que je vais bien. Voilà, donc ça suffit. Le harcèlement, la mafia à Besançon, les personnes qui se liguent entre elles pour nous mettre prioritaires individuellement. Donc maintenant, il faut rester collectif, il faut, voilà... Ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais.
Personne ne parlait. Ouais, mais justement, moi, je voulais un petit peu interpeller tous les gens là qui sont en ville, tous les gens qui sont en train de continuer à consommer, qui sont en train de vivre leur petite vie. Ça vous gêne pas un moment qu'il y a des gens qui défendent les droits, qui se battent pour justement améliorer leurs conditions de vie parce qu'on n'en peut plus de vivre comme ça? Ça vous dérange pas qu'il y ait un jeune qui se fasse matraquer par derrière, sur la tête? Il aurait pu même en mourir. Et là, les gens, vous acceptez ça. Mais jusqu'où on va aller? Il y a des gilets jaunes, il y a des gens qui se battent. Et malheureusement, les gens, vous êtes endormis. Réveillez-vous, les citoyens. Vous ne voyez pas que cet État est autoritaire. Il va falloir vous réveiller. Allez dans la rue. Maintenant, c'est eux. Après, ça sera qui? Chaque opposant sera réprimé comme Mathias y a été. Que vous soyez innocent, que vous ne soyez pas innocent, ils seront là, ils n'acceptent pas le problème pour remettre en cause leur société, leur système capitaliste, et ils seront prêts à tout justement pour nous arrêter. Cette révolte sociale qu'est les gilets jaunes, ils ne peuvent pas la supporter, ils vont vous faire peur. Alors allez massivement dans la rue, arrêtez de regarder tout ça, réveillez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des vidéos qui ont été tournées durant l'agression. Ces vidéos montrent d'une manière indiscutable que le jeune n'a jamais voulu ramasser une grenade, mais au contraire circuler. À côté de ça, le policier est innocenté, il n'a pas eu le temps de faire ce geste-là. C'est inadmissible. D'autre part, la sécurité sociale, ils ont voté l'amendement cet après-midi. On va avoir un trou dans le sécu. Et comment ils vont le compenser? Tout simplement en vous déréglementant les médicaments. Partout, justice nulle part. Police 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 aussi.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, David Dufresne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste et vous vous êtes fait connaître du grand public il y a un peu moins d'un an en décidant de documenter sur Twitter les blessures infligées aux Gilets jaunes par les forces de l'ordre lors des grandes manifestations de l'hiver et du printemps dernier, avec cette formule devenue célèbre depuis Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. Vous publiez, David Dufresne, chez Grasset, dernière sommation. Dans les mots de votre double qui s'appelle Étienne Dardel, qui est lui aussi journaliste, vous écrivez, vous lui faites dire « Le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. Il était devenu violent parce que les attentats, parce que les terroristes, parce que l'antiterrorisme était devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique. Police partout, justice nulle part. » Oui, le personnage d'Étienne Dardel, c'est un mec pas mal. Qui vous ressemble beaucoup. Oui, mais ouais, il est bien mieux que moi. Qu'importe. Il a passé 8 ans à l'étranger, il revient en France. Ce qui était également mon cas. Et je pense que cette fraîcheur, on va dire, cette idée de revenir dans son pays, là, il découvre ce que les Français n'ont peut-être pas vu, ou c'était petit à petit. Lui, il découvre d'un coup qu'effectivement, on est rentré dans un monde extrêmement répressif, extrêmement dur. Au nom de la lutte contre le terrorisme. Au nom de la lutte antiterrorisme, là les choses sont très claires. La lutte antiterrorisme a permis de faire entrer dans ce qu'on appelle le droit commun des mesures d'exception, des mesures d'état d'urgence qui ont fait que, par exemple, qui font qu'aujourd'hui, manifester, ça n'est plus si simple que ça en France. Alors que la manifestation, c'est la base même de la... en tout cas, c'est reconnu par les droits de l'homme, etc., etc. Et ce que Dardel comprend, c'est qu'il y a eu des coups de butoir sur la liberté d'expression, sur la liberté de manifester, et il raconte tout ça. À ceci près, c'est en ça que ce mouvement est différent, et vous le dites dans votre livre, justement, c'est que ces manifestations-là, elles étaient particulièrement violentes. Elles sont violentes, mais elles ne sont pas particulièrement violentes. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire, si on regarde ce qui s'est passé par exemple dans les années 90 avec les manifestations des marins-pêcheurs qui attaquaient les policiers avec des harpons, si on regarde les manifestations des sidérurgistes des années 70... Et vous remontez encore plus loin, vous remontez à 1848, à la Commune de Paris. Ce qui est spécifique avec le mouvement des Gilets jaunes à Paris, c'est qu'on n'avait pas vu, les beaux quartiers de Paris n'avaient pas vu de barricades depuis la Commune. C'est là la transformation. Mais des barricades, des mouvements violents, il y en a de tout temps en réalité. En revanche, la société accepte peu la violence. Et donc il y a un durcissement de part et d'autre. Et c'est ce durcissement qui a abouti, parce que la base c'est ça, à l'éborgnement de 24 personnes. Voilà, 800 signalements en 9 mois, autant de blessés, 24 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main. La France a été rappelée à l'ordre par l'ONU sur la base notamment de votre travail. Oui. Qui depuis a rendu des comptes? La France a botté en touche. La France a été en deçà de sa responsabilité, et je le tiens d'un émissaire de l'ONU que j'ai rencontré, qui m'explique qu'aujourd'hui, quand l'ONU demande des comptes à des pays, à des dictatures, les dictatures répondent. Mais pourquoi on répondrait, puisque la France elle-même ne répond pas? Là, il y a une responsabilité politique. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire. C'est pour ça que c'est important de figer les choses. C'est pour ça que c'est important que l'écrit reste et qu'on ne laisse pas comme ça les choses aller sans qu'il y ait de répercussions. C'est-à-dire que moi, tout mon travail, que ce soit avec les signalements ou que ce soit avec le roman, c'est un travail politique. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est pas tellement celui qui tient la gâchette, c'est celui qui l'arme, c'est la doctrine d'emploi, c'est le ministère, c'est même pas le ministre, c'est le ministère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on a demandé, on a exigé de CRS de tenir des positions pendant 10-12 heures sans pouvoir aller
pisser, parce que c'est le terme, c'est ce qu'ils m'ont raconté, si vous voulez. Maintenant, est-ce que les manifestants ont à payer la fatigue des policiers? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont à payer des ordres qui sont contraires à l'entendement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. À propos de la violence de certains des Gilets jaunes, vous invoquez, on l'a dit tout à l'heure, l'histoire de France, les révolutions du 19e, 1848, la Commune, et vous écrivez à un moment « Crois-tu que chaque soulèvement est beau comme un Delacroix? As-tu bien observé la liberté guidant le peuple, qui dit qu'il n'y a pas d'arrière-pensée sur cette barricade? Est-ce que c'est parce que c'était une guerre sociale? C'est une guerre sociale, c'est comme ça que vous l'appelez, que la violence est justifiée de la part des manifestants. » En tout cas, croire que la violence dans le cadre de manifestations n'a pas de sens politique, c'est faire une grave erreur. Voilà. Il y a derrière la violence un geste politique. On peut l'aimer ou pas, mais le nier, c'est courir, c'est ne pas regarder la réalité. Voilà. Et effectivement, le peuple, il n'est pas pur. Hein, donc, à droite, on va considérer que le peuple est un peu sale, et à gauche, on aimerait qu'il soit pur. Eh bien non. Il y a forcément dans ces moments-là des moments troubles. Et si on ne descend pas dans l'arène et qu'on reste comme ça très haut, on ne comprend pas. Et cette colère, elle est toujours là. Je pense que les raisons de la colère ne sont pas taries. Donc la colère, d'une manière ou d'une autre, rejaillira. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est les violences policières. C'est-à-dire, c'est comment l'État, jusqu'où l'État peut aller pour se défendre. Mais vous avez... Je pense qu'il en reste le mouvement social le plus important depuis au moins 51 ans, c'est-à-dire depuis 1968, et qu'il y en a eu un autre en 2005, en banlieue, qui a été totalement ignoré. Si celui-ci est ignoré, eh bien, rien ne sera réglé. En ce sens, ce livre est un avertissement. Dernière sommation. Un mot de votre rôle à vous, David Dufresne, et celui de votre double, donc Étienne Dardel. On l'a dit, donc vous avez documenté ces violences policières. Après avoir constaté, dites-vous, on est début décembre 2018, que ces violences sont absentes du récit médiatique. Ça vous a valu des torrents de critiques. On vous a dit à la solde de l'extrême gauche de vouloir faire du buzz à tout prix. Est-ce qu'avec du recul, vous êtes toujours convaincu que votre rôle à vous, de journaliste, c'était celui-là? Je ne veux pas parler de mon propre rôle, mais je pense que le journalisme sans l'idée de contre-pouvoir n'est pas très intéressant. Quel que soit le pouvoir. C'est-à-dire que si la machine médiatique accompagne l'agenda politique, elle n'a aucun intérêt. La télévision et les chaînes d'infos en continu, et on est bien placé pour le savoir, en prennent sacrément pour leur grade, David Dufresne, dans votre livre. Vous décrivez un monde qui marche sur la tête, où les chaînes d'infos dictent aux forces de l'ordre comment agir. Ces chaînes-là ont un rôle. Ces chaînes-là ne sont pas anodines. Ces chaînes-là font partie de la société. Et ce qui est assez exaspérant, c'est qu'elles disent toujours qu'elles sont en dehors de tout, qu'elles sont neutres, qu'elles sont objectives. Absolument pas, absolument pas. Le choix des mots, vous ne l'avez pas fait, vous êtes la première et je vous en remercie. Vous n'avez pas parlé de crise des Gilets jaunes. Mais tous les journalistes parlent de crise des Gilets jaunes. Très rarement de mouvement. Tout est là, ça commence ici. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, mais à Rouen, il y a une sacrée colère devant la préfecture. On en a parlé. Voilà. Et oui, et cette colère, effectivement, elle est là, elle est vraiment là. Moi, je la sens vraiment. Et simplement envoyer des LBD, des boucliers, des matraques, ça c'est choisir le pourrissement, c'est pas bon. Castaner, c'est l'amnésique, le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Il est toujours prêt pour une imposture avec ses bons copains. Il n'a peur de rien en bon politicien. Il flatte son idole pour ramasser les points. Castaner, c'est l'amnésique, le symbole de la déloyauté.
Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Castaner, l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les ficelles pour monter dans le métier. Langue de bois, trahison et simagrée. Qui saute pas les bras, Macron. Il sort de sa bouche des lapsus épineux. Oui, quand il balbutie, il fait des gaffes à n'en plus finir. Dur de lister l'ensemble des castaneries. Castaner, l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri.